Quand tu analyses l'histoire des shonen les plus populaires de ces dernières décennies, Dragon Ball, One Piece, Naruto ou encore Bleach pour ne citer que, au fond de toi, même si le personnage central est en grand danger, tu sais qu'à la fin, il s'en sortira car c'est le héros de l'histoire. Ichigo réussira à trouver la force pour protéger ceux qu'il aime, Luffy deviendra à la fin de l'histoire seigneur des pirates, Naruto accomplira son Indo et sera Hokage, et Son Goku continuera de s'entraîner tout en recherchant des adversaires toujours plus forts, que ce soit dans le monde des vivants et même dans l'au-delà, pour l'éternité. Si ceux-ci ont pu ou pourront réaliser leur objectif, on peut rajouter le fait qu'ils l'ont réalisé en gardant un état d'esprit pur du début à la fin de leur aventure, comme se doit d'être tout bon héros. Et en plus de leur propre personne, cette protection providentielle et cette pureté s'étend bien souvent à leur groupe d'alliés les plus proches. Ce modèle voulant que le héros bon et totalement vide de pensées mauvaises parviendra à venir à bout des obstacles qui font face à lui lors du périple au terme duquel il parviendra à s'accomplir avec tous ses alliés, est une recette populaire qui a fait et qui continue de faire ses preuves dans le genre Neketsu. Mais un beau jour de septembre 2009, un manga allait apporter une sorte d'instabilité à ce modèle qu'ont adopté les récentes œuvres à succès. Ce manga, c'est Shingeki no Kyojin. Ce manga, c'est l'attaque des titans. その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。巨人だ。お前が母さんを助けられなかった。お前に力がなかったからだ。ぶち切ってやる。この世から一匹残らず。Le succès de l'attaque des titans dans le monde est presque mathématique tant les concepts utilisés pour l'élaboration de son schéma narratif sont populaires. Une humanité emprisonnée dans l'enceinte de murs qui les protège de créatures anthropophages, on est dans un survival puisque dès le départ, on nous montre que les forces humaines n'ont rien pu faire contre elles. Des monstres agissant sans raison et qui cherchent à dévorer les humains tout en ayant un point faible bien défini, on reconnaît là le genre zombie. Cette similitude avérée, l'auteur déclarera cependant qu'il s'est efforcé de rendre les titans plus mystérieux et effrayants que de simples zombies. Cette originalité sera sa contribution au genre. Rapidement dans l'histoire, on verra même des humains qui parviennent à revêtir la forme de ces créatures, débloquant au fur et à mesure de nouvelles compétences plus ils maîtrisent ce corps qui leur sert d'arme de combat. L'inspiration vient là clairement du genre mecha, un genre dans lequel les protagonistes contrôlent des armures et armes de combat robotisées d'origine technologique. Hajime Isayama, l'auteur de ce melting pot d'idées savamment élaboré, déclarera d'ailleurs qu'il considère le corps humain comme un mecha et qu'il a imaginé les titans contrôlés par les humains d'une façon similaire à ces robots de combat mécaniques. On pourra d'ailleurs noter que le design du titan cuirassé, qu'Isayama a changé au début de l'histoire pour s'aligner sur le design choisi par les équipes d'animation, rappelle particulièrement ses créations technologiques. Des références à la mythologie grecque avec le concept des titans, le tout saupoudré dans un univers nous rappelant tantôt l'Allemagne médiévale, tantôt l'Allemagne du XXe siècle, le moins qu'on puisse dire c'est que l'attaque des titans est une œuvre qui sort du lot, de par ce mélange atypique qui compose son univers, mais surtout de par le traitement de ses personnages d'une manière qui est peu conventionnelle dans le genre Neketsu. Pour son œuvre, Isayama ne souhaitait pas créer l'archétype des personnages courageux à qui tout réussit, il préférera créer des personnages qui doutent, qui font face à l'échec et qui sombrent parfois dans un désespoir prêt à les faire abandonner toute combativité. Instaurer la peur en montrant la vision d'une humanité acculée, c'est le sentiment fort que l'auteur a voulu transmettre. Dans l'attaque des titans, tout le monde est vulnérable, tout le monde est sacrifiable. On oublie les personnages qui meurent avec du flow et du charisme. Isayama n'hésite pas à briser, humilier, mutiler et faire mourir ses protagonistes sans prévenir, tout en illustrant leur mort, non pas d'une façon enjolivée, mais d'une façon abominablement réaliste. Et au-delà des morts physiques, déjà nombreuses et qui ont régulièrement affecté le psychisme du personnage central Eren Yeager, Isayama a également illustré pour certains personnages une mort métaphorique perçue par son protagoniste. Cela fut notamment le cas pour ses anciens compagnons de bataille, Annie, Reinhard ou encore Berthold. Ces trahisons commises par ces trois personnages centraux ont une perception double, dans la mesure où en plus de trahir Eren, ce dernier a vu en eux des traîtres de l'humanité, c'est pourquoi ils lui ont permis, au fur et à mesure, de couper court avec son regard naïf du monde pour s'engouffrer dans une voie d'endurcissement progressif tout au long de l'intrigue. Lui qui pensait qu'il se battait contre les ennemis de l'humanité, il s'est rendu compte que son ennemi était nul autre que l'homme. Créer une histoire qui donne le sentiment de suivre une humanité acculée, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'auteur a réussi son pari. Une humanité privée de son honneur et de sa fierté, enfermée dans des villes enclos, réduite au statut de proie pour des prédateurs plus forts.
On ne peut pas dire que l'humanité réalise une guerre contre ses prédateurs. Avant l'attaque du district de Shinganshina au début de l'histoire, toutes les expéditions se sont soldées par des échecs cuisants, donnant le statut de régiment suicidaire au bataillon d'exploration. Justement, et comme son nom l'indique, cette division n'est pas là pour combattre à proprement parler, mais pour en apprendre plus sur cet ennemi imprévisible et mystérieux, sur son mode de vie, ses capacités et son objectif. En ce sens, l'attaque des Titans est une véritable leçon martiale, dans la mesure où l'histoire nous montre comment un groupe entièrement défait a progressivement pu renverser son ennemi au fil du temps grâce à des stratégies militaires réelles. C'est pourquoi lors de ma lecture de l'œuvre et de mon visionnage de l'anime, j'ai pas pu m'empêcher de trouver des similitudes entre l'attaque des Titans et le célèbre traité de stratégie militaire écrit par le général Sun Tzu il y a plus de 2500 ans, l'art de la guerre. Dans ce traité, Sun Tzu, qui est également philosophe, promulgue des conseils en stratégie martiale qui sont encore largement étudiés et appropriés de nos jours, et ce dans de nombreux domaines. Laisse tes plans sombres et impénétrables, et lorsque tu agis, tombe sur l'ennemi comme la foudre. Ici, le stratège militaire conseille aux chefs de guerre de ne jamais dévoiler leur stratégie, d'agir dans l'ombre jusqu'au moment opportun, moment où il leur conseille de frapper vite et fort, de manière aussi imprévisible que la foudre. Et cette analogie avec ce phénomène météorologique est particulièrement intéressante, car si on fait le parallèle avec l'histoire, alors que le mur Maria n'avait pas été attaqué depuis 100 ans et que l'humanité ne s'y attendait absolument pas, l'ennemi préparait dans l'ombre son attaque et est apparu pour la première fois et de manière imprévisible, après un éclair et un tonnerre grondant comme la foudre. La transformation en titan étant un des éléments, si ce n'est l'élément central de l'œuvre, cette foudre qui s'abat sur l'humanité sera d'ailleurs souvent l'annonce de l'ennemi qui se dévoile pour la première fois aux yeux de tous, à l'image de la transformation d'Annie, montrant aux simples mortels sa vraie nature, ou de manière plus significative celle de Reiner et Berthold qui, avant de se transformer, demandent à son coéquipier si ce moment qu'ils attendaient tellement était finalement arrivé, s'ils devaient devant tout le monde faire abattre cette foudre, celle qui déclenchera la phase finale de leur opération. Pour connaître ton ennemi, deviens ton ennemi. Pour battre ton ennemi, anticiper ses mouvements, contrer ses attaques, il faut bien évidemment le comprendre. Et pour le comprendre, le mieux, c'est de devenir comme lui. Eren n'aura que trop bien internalisé ce conseil, puisqu'il est malgré lui devenu ce qu'il détestait plus que tout, un titan. Lui qui exécrait l'existence de ces créatures, a compris que c'est grâce à leur force qu'il parviendra à les anéantir. C'est pourquoi au fil de l'histoire, il n'aura de cesse d'en apprendre plus sur son pouvoir, pour être en mesure de le maîtriser et d'utiliser ses éventuelles failles face à ses ennemis qui partagent des transformations similaires. Avant lui, Eren Kruger ainsi que son père Grisha Jäger qui lui a transmis ce pouvoir contre son gré savaient tout autant l'importance de ce principe de guerre. Garde tes alliés proches et tes ennemis encore plus proches. Dans une bataille, avoir des alliés fidèles et toujours proches de soi sur qui compter, c'est primordial. Pour ces raisons, les soldats ont toujours été organisés stratégiquement en équipe pour opérer lors des attaques dans l'enceinte des murs ou encore lors des expéditions extramuros par le commandement. Mais s'ils ont compris qu'il fallait toujours garder leurs alliés proches et éviter de se retrouver seuls face à la menace, le commandement du bataillon d'exploration a compris qu'il fallait garder ses ennemis encore plus proches. C'est pourquoi la capture des titans est l'un des points clés de la branche recherche et développement du bataillon menée par Hansi Zoe. À ce niveau, l'un de ses plus gros faits d'armes aura été la capture d'Annie Leonhardt, découverte par le bataillon comme étant le titan féminin. Et justement, si Annie a pu être capturée, c'est parce qu'elle aussi, accompagnée de Reiner et Berthold, avait appliqué ce conseil. En tant qu'agent infiltré au sein de l'armée, leur but était d'être au plus proche de leurs ennemis pour comprendre leurs plans, leurs forces et leurs faiblesses, dans le but de leur apporter un coup critique dès lors que l'opportunité s'est présentée à eux. Un leader dirige par l'exemple, non par la force. Pour être écouté et suivi, un grand leader ne doit pas inspirer la peur à ses équipes, mais les inspirer tout court. Et dans le cas d'un leader du corps militaire, ce conseil est encore plus important à suivre dans la mesure où ce leader doit convaincre ses troupes de s'engager dans une bataille qui peut les mener à la mort et leur faire abandonner tout ce qu'ils chérissent en plus de leur vie. Appliqué au bataillon d'exploration, on a pu constater qu'avant l'attaque du district de Shinganshina, le bataillon subissait de lourdes pertes lors de leurs expéditions hors des murs, ce qui sapait lourdement le moral des villageois qui en tenaient pour responsable Kiss Chardiz, alors major du bataillon à cette époque. Plus précisément, ce que reprochaient les villageois était que lui revenait toujours vivant des expéditions, alors que ses soldats qu'il dirigeait mouraient en nombre. Son abnégation en tant que leader et sa capacité à donner son cœur pour l'humanité étaient alors remises en question. C'est pourquoi 5 ans plus tard, le major Erwin incarnera la fracture en termes de leadership face au major Kiss. Ainsi, et alors conscient que la seule façon de porter un coup fatal à l'ennemi était de sacrifier les vies de la très grande majorité de son bataillon, Erwin savait que pour prendre une telle décision, il devait être celui qui montrait l'exemple
l'exemple, celui qui ne devait pas hésiter à courir vers la mort en première ligne devant tous ces hommes. Et c'est cette exemplarité dans l'action qui lui a permis d'obtenir de ces hommes qui l'ont suivi ce sacrifice ultime. Lorsque vous encerclez une armée, laissez une sortie libre. N'appuyez pas trop fort sur un ennemi désespéré. Au contraire, bâtissez-leur un chemin en or pour leur permettre de se retirer. Justement, cette attaque nous permet d'illustrer un autre des conseils promulgués par Sun Tzu dans l'art de la guerre. En effet, si lors d'une bataille, tu obliges ton ennemi à choisir entre la mort ou une tentative désespérée sans possibilité pour lui de choisir la fuite, il est possible qu'en n'ayant rien à perdre, celui-ci lance une attaque désespérée qui peut te conduire vers la défaite. Et ce conseil martial trouve selon moi une illustration lorsque le titan bestial n'a laissé aucune échappatoire aux bataillons d'exploration en les piégeant dans l'enceinte du mur Maria tout en les encerclant de titans. Sans repli possible, le Major Erwin décidera donc de lancer une attaque sacrificielle, le conduisant à sa propre mort ainsi qu'à celle de la quasi-totalité de ses hommes. Cette attaque étant perçue par l'ennemi comme une conséquence de sa victoire totale, celle-ci n'aura cependant été qu'une diversion désespérée et meurtrière permettant au capitaine Levi de se frayer un chemin lui aussi sinueux qui lui permettra de totalement renverser la situation en brisant le siège ennemi et en portant un coup critique qui mettra hors d'état de nuire le général de l'armée ennemie, le titan bestial. Tu dois avant tout croire en tes propres capacités. En stratégie martiale, l'un des conseils fondamentaux avant d'envisager toute attaque est bien évidemment de bien connaître son ennemi, donc de l'étudier. Mais connaître son ennemi est insuffisant si on ne se connaît pas soi-même. Avoir connaissance de ses propres forces et limites permettra de pouvoir jauger si un combat peut être à notre avantage ou non, avant même de songer à une attaque. Et une fois qu'on est convaincu qu'une victoire est possible, le général conseille ici aux combattants de croire en leurs propres capacités qui les mèneront à la victoire. Et je trouve que ce conseil trouve écho dans la série, et tout particulièrement avec le cas d'Eren Yeager. Dès le départ et depuis tout jeune, Eren n'a jamais hésité à aller au combat, même quand celui-ci était perdu d'avance. Souvent sauvé par Mikasa, il montrera très tôt son envie de ne pas être protégé car il ne souhaite dépendre de personne. Eren ne veut que compter sur lui-même et peinera à se reposer sur ses alliés. Et ce sentiment va d'autant plus s'amplifier lorsqu'il fera l'acquisition d'un pouvoir qui sera cette fois à la hauteur de ses ambitions, le pouvoir du titan assaillant. Un pouvoir dont Eren sait qu'il peut l'utiliser pour faire la différence grâce à ses propres capacités. Et la scène qui illustre le mieux ce fait se déroulera lors de la 57e expédition hors des murs, lors de l'attaque du titan féminin sur l'escouade du capitaine Levi. Eren, dont le corps militaire a interdit de combattre car il devait être protégé à tout prix, a imploré ses coéquipiers de le laisser utiliser sa force pour défaire l'ennemi car il se sentait capable de le faire. Le capitaine Levi, qui avait conscience que dans un tel combat, de telles capacités individuelles peuvent faire la différence, choisira de ne pas se prononcer sur cette décision et laissera le choix à Eren de joindre ou non le combat. Mais celui-ci décidera au final, et après un long combat contre lui-même, d'écouter les autres membres de l'escouade qui l'ont supplié de ne pas agir. Au final, cette renonciation se soldera par la mort de toute l'escouade du capitaine, et Eren réalisera l'erreur qu'il a faite d'avoir privilégié la confiance envers ses alliés plutôt que la confiance envers ses propres capacités, car il était convaincu qu'il aurait pu intervenir et faire changer la donne. Et c'est donc lors de cet événement qu'Eren prendra conscience qu'il n'est pas toujours bon de se reposer sur ses alliés. Au contraire, il ne faut pas hésiter à agir dès lors qu'on est persuadé que sa force individuelle peut faire basculer l'affrontement en sa faveur. Et si ce trait de caractère est particulièrement intéressant à relever dans le cas de Eren, c'est parce qu'il n'est pas courant de le voir s'exprimer, qui plus est aussi fortement, chez un héros de shonen, ce qui nous amène à un point tout aussi captivant, celui du développement du personnage central de l'attaque des titans, Eren Yeager. Après avoir posé les bases de son œuvre, une fois les premiers chapitres créés et l'intrigue lancée, Hajime Isayama faisait face à un constat préoccupant pour lui. En effet, il trouvait que le personnage central de son histoire était trop parfait et qu'il manquait trop de profondeur. C'est pourquoi il confiera avoir demandé aux équipes d'animation de faire ressortir le côté mauvais de Eren pour lui apporter un peu plus de substance. Et cette substance sera apportée par plusieurs éléments. Des expressions faciales plus prononcées, marquées par des traits et une colorisation plus agressive. Et ce travail ira même jusqu'au jeu du seiyuu de Eren, Yuki Kaji, avec qui Isayama échange régulièrement au sujet du protagoniste de son histoire, afin de l'aiguiller dans son jeu d'acteur, lui qui a été récompensé pour son travail sur le personnage, qu'il a minutieusement étudié dans le but de faire ressentir au spectateur tous les tourments que vit Eren dans sa lutte.
Et de manière générale, Hajime Isayama s'efforcera de rendre son personnage graduellement plus sombre tout au long de l'histoire. Casser cette perfection pour amener un héros totalement brisé si tôt permettra selon lui aux lecteurs, s'ils étaient plongés dans de telles situations, de s'identifier à Eren. C'est pourquoi les proches qu'il a perdus, les trahisons qu'il a vécues, les questions et les tourments qui le hantent, ou encore le problème identitaire qu'il découvrira, dissiperont au fur et à mesure la naïveté et l'espoir d'Eren pour laisser place à la volonté de chercher vengeance, volonté matérialisée parfois même par une forme de cruauté et de sadisme. Et en cela, cette vision pour son personnage central diverge des standards habituels. Généralement, les héros de shonen de type Neketsu partagent des caractéristiques communes. Le plus souvent, il est de nature frivole. D'ailleurs, c'est cette frivolité qui l'amènera au courage, le courage qu'il montrera face aux ennemis qu'il rencontrera durant son périple, et auquel il se verra être opposé de par sa pureté, lui qui représente le bien face au mal. Et c'est cette pureté qui, généralement, fera naître en lui un fort sentiment de justice. Entouré d'alliés fidèles sur qui il pourra compter, le terme de ce périple aura généralement pour but de lui permettre d'atteindre son objectif, son rêve. Au travers de cette description, on peut reconnaître quelques aspects de la personnalité d'Eren. Quand bien même, Isayama donnera une grande nuance au caractère de son protagoniste, qui le détachera donc sur bien des points du modèle conventionnel du héros de Neketsu. Plus il évolue, et plus Eren a un discours totalement opposé au héros traditionnel des Neketsu à succès. Ici, très tôt dans l'histoire, Eren a considéré qu'avoir fait confiance à ses alliés les a littéralement conduits à la mort. De la même manière qu'avoir fait confiance à la force de Hannes a conduit à la mort de sa mère. Ce qui ressort de cette attitude globale, c'est que s'en remettre à la force de ses alliés est au final considéré comme une faiblesse par Eren, dans le sens où laisser agir quelqu'un d'autre que soi-même, c'est perdre le contrôle sur la situation en risquant de voir les êtres qu'il aime décimés. Dans cette continuité, on peut également noter que la situation de Eren diverge dans la mesure où il a longtemps été celui qu'il fallait protéger. Alors qu'habituellement les alliés encouragent le héros à se surpasser face à l'adversité, les alliés d'Eren le poussaient à rester en retrait depuis tout petit déjà, ce qui a fait naître en lui le désir d'aller au premier plan et de ne compter que sur sa propre capacité à décimer l'ennemi. Eren est au final quelqu'un de très individualiste qui a longtemps cherché à ne s'appuyer sur personne, ayant fait de son combat une vengeance personnelle. Mais ce qui est intéressant et plutôt original dans son caractère, c'est que cet individualisme cohabite dans son esprit avec une forme d'altruisme exacerbé. Par exemple, contrairement à la plupart des héros d'anthologie mais aussi récents du genre Neketsu, Eren n'a pas de rêve ou d'objectif final purement individualiste ou égoïste. Par exemple, même si la plupart des héros de Neketsu sont altruistes, souvent leur rêve est au final individualiste. Accéder à un titre honorifique, une position sociale, surpasser l'adversité, acquérir la plus grande puissance, être accepté et reconnu de tous à sa juste valeur, ces rêves sont au final centrés sur la personne du héros et non sur l'intérêt commun, même si pour arriver à leurs rêves, ils sont évidemment passés par des faits d'intérêt commun. Mais ce qui nous intéresse là, c'est la finalité du rêve. Pour le cas de Eren par exemple, on aurait pu considérer que son objectif était purement individualiste, puisqu'au départ, ce qu'il voulait c'était chercher vengeance face au titan. Pourtant, si on regarde de plus près, ce que cherche Eren ce n'est pas sa propre survie ou son bonheur, mais celui de l'humanité, celui de son peuple. On en arrive donc à son objectif qui n'est autre que de rendre sa fierté à l'humanité et à son peuple, traité depuis toujours comme du bétail. Une humanité emprisonnée entre des murs et à qui il souhaite redonner sa liberté. Et si je parlais précédemment d'altruisme exacerbé, c'est parce qu'à maintes reprises, Eren a montré qu'il était prêt à tout sacrifier pour l'humanité, même sa vie. C'est pourquoi il aurait très bien pu accepter de finir dévoré par un titan si cela avait pu sauver l'humanité comme le prétendait Rod Reiss. Et c'est là toute la symbolique du cri de guerre du bataillon, Shinzo Sasageyo, donnez votre cœur, plaçant la cause plus importante que sa propre vie. Cependant, même au sein du bataillon, beaucoup ont pu être effrayés face à la mort ou son évocation, contrairement à Eren qui, dès ses débuts au sein de l'armée, était déjà prêt à donner sa vie pour sauver son prochain sans réfléchir. Et cet altruisme exacerbé est selon moi fortement mis en avant par une autre des caractéristiques de Eren, sa colère et sa dureté. Là aussi pour moi, la colère et la dureté de Eren divergent de celles qu'on a l'habitude d'avoir chez un héros conventionnel. On parle quand même d'un héros qui, à l'âge de 10 ans et alors qu'il n'avait jamais fait preuve d'une telle violence, n'a pas hésité à assassiner 2 adultes pour protéger Mikasa, tout en ne montrant a priori aucune séquelle psychologique ni aucun choc suite à cette expérience. La colère de Eren lui a presque fait perdre la raison à plusieurs reprises lorsqu'on a pu constater que sa haine pour l'ennemi était si grande qu'elle se transformait en une forme de sadisme, lui qui se délectait de les faire souffrir en prévisualisant la mort qu'il s'apprêtait à leur donner. L'une de ses phases de colère lors de son affrontement face à Annie l'a même poussé à dire qu'il allait détruire non pas son adversaire seulement, mais le monde entier.
Et durant ce combat, Eren n'hésitera d'ailleurs pas à mettre en péril la vie des habitants du district en déclenchant de manière aveugle des attaques destructrices envers le titan féminin dans une zone à forte densité humaine. Mais si Eren réagit aussi excessivement, c'est parce que ses émotions s'expriment de façon plus intense que chez n'importe qui. Hajime Isayama lui-même dira de Eren qu'il est très rapidement dépassé par les événements, ce qui le pousse donc à réagir excessivement. Mais si les émotions de Eren s'expriment de façon spectaculaire lorsqu'il est en colère, on peut aussi noter qu'il les exprime tout autant lorsqu'il aime quelqu'un. C'est pourquoi Eren a été celui qui a le plus souvent été prêt à se mettre en danger pour sauver ses alliés et même à se sacrifier sans hésitation pour sauver l'humanité. D'ailleurs, de tous ses alliés et de tout le corps militaire, Eren était également celui qui a eu le plus de mal à admettre qu'Annie, Berthold ou encore Reiner étaient en réalité des espions et guerriers ennemis, respectivement le titan féminin, le cuirassé et le colossal. Alors que tous ont été prêts à les tuer presque mécaniquement, Eren est toujours celui qui a été le dernier à agir face à ceux qu'il considérait comme ses alliés. Mais en parallèle, on peut là aussi noter une des caractéristiques récurrentes d'un héros et qui n'est pas présente chez Eren, la miséricorde. Contrairement aux héros conventionnels qui essaient toujours de voir du bon en leurs alliés même après trahison, voire même de la bonté chez l'ennemi, Eren, après avoir pris le temps de digérer que ses anciens alliés étaient bien des traîtres, n'a ensuite plus jamais ressenti aucune hésitation. Au contraire, il a cherché à leur asséner des coups mortels sans sommation, prêt à les faire mourir dans d'atroces souffrances sans même chercher à entendre leurs explications, car au-delà de la mort physique, ils sont à jamais morts pour lui, sans possibilité de retour dès lors qu'il a perçu leur identité et bien qu'il ait passé des années à les considérer comme ses plus proches alliés. Et c'est d'ailleurs ces expériences qui auront appris à Eren à réprimer la naïveté qu'il pouvait avoir à ses débuts dans le bataillon. Sa colère et sa dureté ont d'ailleurs été consolidées par ses découvertes sur l'origine du conflit qui était censé opposer l'humanité aux titans, mais qui était au final bien plus profond que cela, les titans attaquant l'humanité étant finalement qu'une conséquence des agissements d'autres humains. Et paradoxalement, cette prise de conscience amènera peu à peu Eren à prendre de plus en plus de distance et faire montre d'un plus grand calme, mais seulement en apparence, puisque derrière ce calme se cacheront finalement des pensées de plus en plus sombres qui le pousseront à envisager de prendre des décisions de plus en plus extrêmes. Et c'est là tout ce qui rend intéressant le développement du personnage de Eren qui mélange en lui individualisme et altruisme, bien et mal, caractéristiques de héros mais également d'anti-héros. Au final, l'évolution de Eren est terriblement réaliste face aux situations vécues par le personnage. Lui qui avait une vision du monde naïve, pleine d'espoir et de solutions raisonnables face à son combat, fera face à la cruauté et à la dureté de la guerre. À l'image d'un Erwin Smith souvent décrié pour ses décisions extrêmes, sa politique du moindre mal impliquant des vies humaines, Eren ne fera qu'adopter de plus en plus cette même vision martiale. Lui-même dira au cours de l'intrigue qu'il n'a désormais plus le temps de se demander si ses actions sont bonnes ou mauvaises. Et tout au long de l'histoire, Isayama ancrera cette pensée militaire en Eren avec la dureté qui lui est associée, donnant une réalité comportementale à son nom Jäger, qui signifie chasseur en allemand. C'est pourquoi loin de faire de son personnage un héros pur, parfait et sans faille, il aura réussi à faire d'Eren un véritable prédateur, un véritable chef de guerre. La saison finale de l'attaque des titans est pour bientôt, ce sera pour nous l'occasion de constater l'évolution finale d'Eren qui, je trouve, est l'un des personnages les mieux écrits, toute œuvre confondue. Et pour avoir lu le manga, la rupture avec les héros traditionnels va clairement s'accentuer, mais j'en dis pas plus. D'ailleurs, ton avis m'intéresse, n'hésite pas à me dire ce que tu penses du personnage dans les commentaires. Et si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, la partager et t'abonner. Tu peux également me retrouver sur Instagram et Twitter, les liens sont dans la description. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Jana. Diese Weisheit.